13h sur RT1. Madame, monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce mercredi, 5 avant-projets de décret d'application de la loi d'orientation et de l'enseignement de la formation technique professionnelle, des textes pour transformer la formation et répondre aux besoins du marché du travail en Côte d'Ivoire. Des réflexions sont organisées à Yamoussoukro sur le sujet. Éducation, formation, réforme et développement. Les cantines scolaires, l'un des enjeux de l'éducation nationale. Et dans ce trésor, nous vous présentons comment fonctionne ce programme gouvernemental qui vise à garantir un repas quotidien aux enfants dans la ville de Bouaké. La Chine qui encercle Taïwan dans l'actualité internationale avec des dizaines d'avions et de navires de guerre lors d'un exercice de grande manœuvre militaire dans le détroit de Taïwan avec simulation de frappe et de blocus. On en parle dans cette édition. Ce journal sur l'avenir de l'enseignement technique en Côte d'Ivoire. Le secteur franchit une nouvelle étape avec 5 avant-projets de décrets. Ils sont étudiés à Yamoussoukro avant d'être soumis pour validation. Des textes essentiels pour l'application effective de la loi d'orientation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans notre pays. Soro Corona. Les experts et acteurs clés de la formation et de l'enseignement technique en atelier de validation de 5 avant-projets de décrets d'application de la loi d'orientation de l'enseignement de la formation technique et professionnelle. Des tests essentiels pour l'application effective de cette loi. À Yamoussoukro, la capitale politique, cette rencontre à l'initiative du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage s'inscrit dans le cadre du programme d'excellence de la jeunesse, de l'éducation et du développement des compétences PGDEC 3, un programme ambitieux qui vise à réformer et renforcer le système éducatif national en se concentrant sur la formation technique et professionnelle. Cette loi offre un cadre renouvelé qui favorise l'insertion socio-professionnelle des jeunes tout en répondant aux défis contemporains liés à l'industrialisation, à la digitalisation et à la compétitivité économique. Cet atelier de finalisation et de validation des projets de décret d'application est la première étape dans le processus de la redynamisation de l'enseignement de la formation technique et professionnelle. Il faut que les textes permettent à nos établissements d'avoir les moyens de gérer ces établissements-là et donner les résultats que nous attendons en qualifiant nos enfants. Nous voulons aussi, depuis que le ministre est là, il insiste là-dessus, faire intervenir des professionnels des métiers dans la formation des formateurs. Mais il faut que cela soit encadré par des textes. Cette rencontre soutenue par la Banque mondiale a réuni plusieurs partenaires du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, notamment le secteur privé. Dans la ville de Bouna, ce sont des travaux de restitution des actions économiques publiques qui sont apportés. Le budget citoyen 2025 est expliqué aux populations avec des termes adaptés. Les populations du Bounkani sont informées sur l'objet du budget de l'État voté tous les ans dans notre pays. Le reportage de Herman Yamia. Les populations pour lesquelles est élaboré et mis en œuvre le budget de l'État ne s'y intéressent pas toujours du fait soit de la complexité des informations budgétaires, soit d'un manque de connaissances budgétaires. Pour rendre donc les informations budgétaires accessibles à tous, le ministère du Budget et des Finances élabore depuis 2019 un document appelé Budget citoyen. Cette séance de sensibilisation et de vulgarisation du budget citoyen au profit des populations du Bounkani vise donc à exprimer la bonne gouvernance voulue par le président de la République et aussi permettre aux populations de savoir à quoi servent les différents budgets de l'État. En rendant l'information budgétaire accessible à tous, le budget citoyen favorise l'appropriation des actions du gouvernement par les populations, leur contribution à l'amélioration des politiques publiques et leur adhésion au civisme fiscal. Le sous-préfet de Bouko, représentant le préfet des régions du Bounkani, et les participants ont salué cette mesure du ministère du Budget qui favorise non seulement l'appropriation des actions du gouvernement par les populations, mais également qui implique leur contribution à l'amélioration des politiques publiques, répondant ainsi aux exigences du Code de transparence dans la gestion des finances publiques. Cette présentation du budget citoyen révèle en emploi doté un sens particulier pour le gouvernement, mais surtout pour nous, populations du Bounkani, car elle dénote toute l'attention que le gouvernement a à assurer la transparence
dans la gestion des affaires publiques indispensables à l'atteinte des objectifs d'émergence de notre pays. Souvent quand tu parles avec les villageois, ils ne comprennent pas vite. Mais quand tu viens prendre des gens, des trucs comme ça, là, quand tu arrives au village, tu parles ça avec les parents, ils vont comprendre vite. Vraiment, je vous remercie beaucoup. À l'issue de la cérémonie, les différentes couches de la population ont reçu une copie du budget citoyen 2025, document élaboré en référence au guide méthodologique produit par International Budget Partnership. À présent, une interrogation. Comment valoriser les plants d'EVA et régénérer les plantations évéicoles? Les producteurs de la filière s'interrogent et parviennent à définir des modèles. Le reportage de Frédéric Gorebichi et Abou Sanogo. Selon une étude du FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, d'ici à 2040, ce sont 10 millions de mètres cubes de bois d'EVA en fin de vie économique qu'il va falloir commercialiser en Côte d'Ivoire. Pour y parvenir, il faudra mettre en place un système pour protéger ceux déjà arrivés en fin de cycle de vie. Réunis à Yamoussoukro, administrateurs et producteurs de la filière EVA ont décidé de réfléchir sur la mise en place d'un dispositif pour formaliser le mode opératoire de la valorisation du bois d'EVA dans le cadre de la régénération du verger évéicole. Cet atelier-là nous permettra de faire une étude de faisabilité suffisamment claire à partir de laquelle nous sommes capables de savoir qu'est-ce que le producteur doit gagner. À l'initiative de la Fédération des organisations professionnelles agricoles, des producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire, cet atelier a présenté les opportunités de la valorisation du bois d'EVA en faveur des producteurs et du développement durable. L'objectif fondamental du conseil d'administration, c'est de faire en sorte que les producteurs d'EVA soient les producteurs les plus heureux de Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre ambition. Aujourd'hui, nous sommes venus pour parler du mode opératoire, sensibiliser, conscientiser tous les plants d'EVA de l'importance du bois d'EVA. Premier producteur africain et troisième producteur mondial de caoutchouc naturel, ce projet va permettre aux industriels de s'approvisionner en bois d'EVA et l'utiliser dans l'ameublement ou encore l'artisanat. Et les zones boisées peuvent être aussi préservées avec de bonnes habitudes écologiques. Le reboisement en fait partie. En plus des efforts des institutions de la République, une brasserie s'engage dans la reconstitution du couvert forestier à travers un projet bien distinct, une école, 5 hectares de forêt, une stratégie d'éducation environnementale dont nous parle Léon Pro. Des écoliers plantant des arbres aux côtés d'autorités administratives et coutumières, tous encadrés par des agents des eaux et forêts. L'opération se déroule à Mongokro dans le département de Toumoudi et entre dans le cadre du projet Une école 5 hectares de forêt. Visée ici par une brasserie, l'éducation environnementale. Vous devez apprendre les enfants les valeurs environnementales. On doit protéger la forêt parce que la forêt elle est sacrée, parce que les arbres c'est la vie, parce que cette forêt-là va nous permettre de lutter contre le changement climatique. C'est un poumon pour le village. Pas que l'éducation environnementale, à Mongokro, la brasserie et ses partenaires au projet Une école 5 hectares de forêt, dont l'ONG Green Legacy Initiative et la direction départementale des eaux et forêts jettent les bases de l'agroforesterie. Objectif, autonomisation de la femme, lutte contre la faim en milieu scolaire. C'est une agroforesterie que nous mettons en place. Sur les interlignes, nous allons mettre, n'est-ce pas, des cultures vivrières. Lesquelles cultures vivrières vont permettre d'alimenter les cantines scolaires. Les mamans pourront utiliser ces espaces pour produire des cultures vivrières. Ça va leur rapporter de l'argent. En attendant que les plants même leur rapportent encore de l'argent. Il favorise l'atteinte des objectifs du développement durable ODD. Le projet Une école 5 hectares de forêt de Mongokro, condamné au succès, ainsi que son porteur, la brasserie mobilise partenaires et villageois à la faveur de la Journée internationale de la forêt, célébrée le 20 mars dernier. Voilà un bon projet d'agroforesterie qui participe à l'alimentation en milieu scolaire. Manger à sa faim pour mieux apprendre, c'est aussi l'enjeu des cantines scolaires en Côte d'Ivoire. C'est un programme gouvernemental qui vise à garantir un repas quotidien aux élèves et favoriser leur réussite. Mais comment ces cantines fonctionnent-elles dans la région de Gbeke? Élément de réponse avec Kader Sogodoko. Il est 12 heures au groupe scolaire Bamuro. Nous sommes dans la sous-préfecture de Bouaké. C'est l'heure du repas.
Sourale Ngouanguessan, en classe de CE1, et ses camarades écoliers, munis de leur ticket, se rendent à la cantine pour le repas de midi. Grâce à la cantine scolaire, plus besoin pour eux de rallier le domicile à Kwadiokro, village situé à 2,5 km de leur école, pour manger et revenir suivre les cours de l'après-midi. Je suis content de bien manger à la cantine parce que ma maison est loin de l'école. Au groupe scolaire Walebo Abouaké, dans leur tenue kaki et 1000 carreaux, les écoliers ont hâte de manger à la cantine sous le contrôle du gestionnaire. La ration, ça va pour midi? C'est réuni? Oui, ça va. Ça sera prêt avant midi? Oui, merci. Je paie 25 francs pour manger à la cantine. Avec 25, on mange bien. Et je remercie le gouvernement. Au lieu de partir à la maison et de revenir, je reste à la cantine pour manger. Même décor au groupe scolaire Bassa. Après s'être lavé les mains, les tout-petits partagent le repas dans cet espace entièrement réhabilité, équipé et doté en vivres par la première dame Dominique Ouattara. Je mange du spaghetti. Je remercie maman Dominique Ouattara. Comme dans ces groupes scolaires, 282 écoles primaires publiques sur les 802 que compte la région de Béké bénéficient de cantines. Pourquoi une cantine scolaire? L'objectif des cantines scolaires, c'est pour améliorer le rendement scolaire des enfants. Parce que les enfants, surtout dans nos villages, quand à midi, ils vont à la maison, le temps de chercher à braiser une petite banane, une igname, il est 14h30, 15h. Et les enfants ne reviennent plus. Les cantines scolaires, un programme gouvernemental salué par les parents d'élèves. La cantine a son sens, surtout qu'ils mangent à 25 francs. C'est une grâce pour nous les parents qui partons au travail. Nous sommes rassurés que les enfants mangent bien à l'école. Comment une école peut bénéficier d'une cantine scolaire et comment se fait son ravitaillement? Pour bénéficier d'une cantine, il faut la volonté manifeste des parents d'élèves, et des communautés, des cadres et même des ONG. Et qu'ils s'engagent à une demande écrite adressée par voie hiérarchique à la direction des cantines. Les vivres donnés par la direction des cantines scolaires ne couvrent que 26 jours de fonctionnement sur 120 jours ouvrables. Et la consigne est de fonctionner 2 jours sur 4 dans la semaine avec les vivres du gouvernement et les 2 autres jours avec les vivres de la communauté. Les cantines scolaires, bien que nécessaires pour leur gestion, connaissent quelques difficultés. Ici, le repas de midi est pris dans une salle de classe. Nous sommes dans les groupes scolaires Paris-Boaké et Bamoro. Les enfants mangent en classe parce que le bâtiment que vous voyez par derrière nous a été, il y a 3 ans de cela, la toiture a été emportée par les vents. La pluie aidant, les installations qui étaient dedans, tout est parti. Nous manquons de table, ce qui fait que les enfants sont généralement obligés de rester en classe pour manger pour une question d'hygiène. Face à ces difficultés, les responsables des cantines scolaires lancent un appel aux structures et aux personnes de bonne volonté. Nous avons une baisse du nombre des groupements agricoles et une baisse des quantités de vivres fournis. Vente affamée n'a point d'oreille. Les gens nous aident, mais on voudrait qu'ils fassent encore un peu plus pour que nos enfants puissent avoir des repas chauds les midis. Dans la région de Béké, 36 828 écoliers sur les 178 636 de jeunes à la cantine. Démarrée en 1989, la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 5 602 cantines scolaires sur 15 401 écoles primaires publiques. Les cantines scolaires bénéficient du soutien du Programme alimentaire mondial, PAM. Et toujours sur la cause de l'enfant, on se mobilise contre le cancer pédiatrique. S'il n'est toujours pas possible de le prévenir, il est important de surveiller de près la santé de votre enfant pour pouvoir le détecter dès les premiers stades. Et dans la ville de Korogo, l'ONG Adorade initie une série d'activités sur le sujet et aussi donc des activités pour sonner l'alerte et prévenir les conséquences sur l'éducation des enfants. Siekwasi et Léon Pron.
EPR, établissement public hospitalier régional de Korogo. À peine sortis des salles d'accouchement, des femmes et leurs nouveau-nés visités par la présidente de l'ONG Adorade. Dans ses bras, savon, couche pour bébés numéraires. De quoi aider ces mamans à prendre soin de leur bébé. Au-delà de ce don caritatif que nous faisons, c'est un message que nous passons à tous nos soignants, à toutes les mamans, pour leur dire que lorsque vous voyez des maux récurrents chez vos enfants, il faudrait vous rapprocher rapidement du personnel soignant parce qu'un palu peut cacher un cancer, une anémie aiguë peut cacher un cancer. Nous avons beaucoup d'actions sociales au sein du CHR et notre service social est souvent débordé. Donc des actions comme ça sont salutaires et je voudrais au nom de monsieur le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, monsieur Pierre Demba, vraiment traduire mon infinie gratitude à madame la présidente de l'ONG Adorable. Je pense que c'est une action d'envergure qui vient nous soulager, une bouffée d'oxygène pour le CHR de Korogo. Fin de la caravane de la solidarité de l'ONG Adorade, ce cross populaire. De nombreux trophées distribués avec un mot d'ordre, tous engagés contre le cancer pédiatrique à Korogo et partout en Côte d'Ivoire. Et le cancer sévit également chez les plus grands et n'est pas le seul danger. Nous sommes aussi exposés aux maladies métaboliques telles que le diabète, l'hyperthyroïde, l'hyperglycémie. Et dans la ville de Bouaké, l'ensemble du conseil régional souhaite anticiper les stades d'évolution de ces maladies par un dépistage de la population. La première cible, les femmes, suivant ce commentaire de Djeneba Ouattara et Charles Tato. Préfecture de région de Bouaké. Les femmes de la commune de Bouaké y ont marqué une grande mobilisation pour le lancement des consultations foraines médicales. Des consultations qui se tiennent en marge du forum des femmes et des filles de la dite région qui aura lieu du 24 au 26 avril 2025 à Bouaké. Le lancement de l'activité médicale a connu la présence des autorités locales. La rencontre a permis également la sensibilisation des femmes sur le cancer du sein. En plus de cette pathologie, les participantes ont été dépistées du paludisme, de l'hypertension artérielle et du diabète. L'initiative vient du conseil régional de Bouaké qui veut contribuer à l'amélioration de la santé de la population et en particulier celle de la gente féminine. L'état de santé de la femme, lorsqu'elle prend conscience qu'elle doit être en bonne santé et qu'il y a les outils pour le faire, c'est déjà un pari gagné. Cette première étape est une façon pour nous de mettre en contact de façon réelle le forum et les femmes. Les autorités locales encouragent l'initiative. Une femme en bonne santé, autonome, une femme qui peut se prendre en charge, c'est toute la famille, c'est toute la société qui est en bonne santé. Je demande à toutes les femmes de la région de Bouaké de se mobiliser autour de ce forum qui veut prendre en compte tous leurs besoins. Le forum vise à renforcer le leadership des femmes et des filles de la région de Bouaké afin de relever les défis du développement durable et assurer leur autonomisation. Les activités bénéficient de la collaboration du ministère de l'Environnement et de l'UNFPA. Et s'il faut prendre soin de sa santé, les femmes restent focus sur leur statut et leur contribution quotidienne en société. Formation, égalité, leadership et autres nominations. Voici 4 piliers du succès de la femme qui ont suscité des échanges organisés par la Chambre de commerce des femmes chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Marina Manzan et Grace Kando. Formation, égalité, leadership et nomination. Des thématiques au cœur d'une conférence tenue par la Chambre nationale des femmes, chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire. Cette rencontre vise à renforcer la place des femmes dans les sphères de décision. Un enjeu majeur dans un contexte où l'égalité professionnelle et sociale reste un défi. Nous nous engageons dans la formation des femmes et la direction de ces femmes-là, les faits qu'elles puissent réussir non seulement leur vie, avoir de l'impact et pérenniser leurs entreprises sur la base de 3 piliers, les 3 F. La formalisation des entreprises dirigées par des femmes, la formation des femmes entrepreneurs et le financement pour les femmes entrepreneurs. Il faut qu'elles puissent venir être formées
savoir ce que c'est qu'un business, une activité, comment ça se gère, travailler à les aider à formaliser leurs entreprises et chercher le financement pour elles. Des piliers fondamentaux pour briser les barrières qui freinent l'épanouissement des femmes. Notre objectif, c'est de montrer aux femmes et à toute la population les opportunités que le secteur peut offrir. Alors dans ce sens, c'est pour ça qu'on a déballé tous les corps de métiers qui interviennent et les corps de métiers sous-jacents, c'est-à-dire les corps qui ne sont pas spécifiquement du secteur, mais dont le secteur peut faire profiter. Donc ce sont ces opportunités-là que nous avons présentées. Et nous souhaitons que les femmes s'intéressent beaucoup à ces corps de métiers, et parce que chacun peut y gagner du sien en ayant vraiment le courage d'exercer. Des femmes entreprenantes qui invitent les autres à briser la peur du risque. Vendre des poissons, c'est un travail qui est un peu compliqué, mais c'est très facile aussi. Il faut avoir le courage, avoir l'amour pour ton travail et ça marche. Et je gagne ma vie dedans. Cette conférence rappelle que le chemin vers l'égalité et le leadership féminin est encore long, mais des avancées sont possibles grâce à des engagements concrets. Et un projet qui a aussi porté sur le développement social des femmes en Côte d'Ivoire. Il s'agit du projet d'appui intégré à la gestion du développement local, la promotion des sociétés pacifiques et la sécurité humaine, voyant l'expérimentation dans la région de Gbeke avec Soro Corona. Lancé en 2022, le projet d'appui intégré à la gestion du développement local, à la promotion des sociétés pacifiques et la sécurité humaine dans la région de Gbeke est arrivé à terme. Le corps préfectoral, les guides religieux, les chefs traditionnels et les communautés, le système des Nations Unies se sont retrouvés à Bouaké pour une évaluation. L'objectif de cette rencontre est de présenter les résultats du projet, partager les bonnes pratiques, les leçons apprises dans la mise en œuvre du projet dans une perspective de pérennisation des acquis et de projection. Les Nations Unies ont décidé de mettre en place ce projet qui avait deux objectifs. Premièrement, il s'agissait de renforcer les mécanismes de prévention des conflits. Le deuxième objectif, il s'agissait de renforcer les infrastructures sociales de base. Et après 3 ans, il était bon que nous puissions réunir les bénéficiaires, donc les populations en général, pour discuter avec les uns et les autres quel est leur regard sur ce projet. Si les acquis sont remarquables au niveau de la sécurité humaine, force est de reconnaître que les résultats sont peu perspectibles en ce qui concerne les objectifs du développement durable ODD. L'on relève non seulement une faible prise en compte des ODD dans les études diagnostiques préalablement réalisées, mais également une faible cartographie et identification des besoins réels en matière des ODD dans les localités concernées. Les populations attendent beaucoup de ce projet. La mairie qui s'approprie vraiment tout ce qui est déjà fait et de voir comment est-ce qu'on les accompagne et comment est-ce qu'on reçoit aussi ce qui est déjà fait. Le projet d'appui intégré à la gestion du développement local, à la promotion des sociétés pacifiques et la sécurité humaine dans la région de Gbeke est mis en œuvre dans les départements de Botrou, Béoumi, Bouaké et Sakassou. Inspirer et promouvoir, c'est le message que nous transmet la plasticienne Flora Goli par sa peinture. Elle nous invite dans son univers de toiles colorées avec son vernissage dénommé Nvlé, une exposition sur l'identité de la femme africaine. Didier Nguessin. Trècheville, Maison, Nzassa. François Micha, premier magistrat de la commune, est au nombre des passionnés de l'art séduits par ses œuvres d'art réalisées par l'artiste plasticienne Flora Goli. L'héritage de la femme africaine, cohésion sociale, identité sont quelques-unes des thématiques abordées à cette exposition dénommée Mvlé, identité en langue baoulé. Mvlé pour rappeler effectivement à toutes ces femmes-là qu'il faut revenir à nos valeurs parce que la femme, c'est la gardienne des valeurs africaines. Réalisées à partir de peignes traditionnelles tissées, de peinture, ces œuvres mettent en exergue la femme africaine dans toute sa diversité et ses statuts sociaux. Mère, nourricière, éducatrice. Ça nous permet de voir la femme à un moment de son histoire et la femme aujourd'hui. Ça nous permet de voir l'évolution de la tenue vestimentaire en Côte d'Ivoire à un moment donné et aujourd'hui. Donc ce sont des thèmes qui sont peut-être chers aux initiés, mais qui peuvent être vulgarisés, qui peuvent être partagés par l'ensemble. Le travail qu'elle nous offre est un travail de qualité, un travail de très bon niveau.
Ce travail, nous l'apprécions d'autant plus qu'il est dédié à la femme. Flora Goli met en avant le pagne traditionnel. Et au travers de ce pagne, c'est toute la noblesse de nos femmes qui est saluée. Une vingtaine d'œuvres exposées pour rendre hommage à des figures féminines africaines qui sont les piliers intemporels de la culture et de la transmission des savoirs. Et maintenant de la littérature à écouter avec un livre audio, Me voici, plus qu'un livre. C'est un témoignage où Rabia Diallo, l'auteur, explore des thèmes universels tels que la foi, les épreuves de la vie, la quête du sens et le dialogue intérieur avec le divin. Une introspection poétique divine que nous présente Patricia Mouitia. Lors de cette rencontre, Rabia Diallo a partagé son expérience du Ramadan et les réflexions profondes qui traversent son œuvre. Le programme a alterné échanges intimes, performances artistiques, séances de dédicaces et discussions sur la quête de sens. Alors, vous savez, il y a des livres qu'on lit et qu'on referme. Et il y a des livres qui nous accompagnent, qui résonnent en nous. Quand j'ai lu le livre Me voici, j'ai vraiment eu l'impression que l'auteur m'avait espionné. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle a mis des mots sur des situations assez profondes que tout le monde se pose. Elle a parlé de foi, elle a parlé d'épreuves, elle a parlé du sens des épreuves que nous traversons. Et tout ce que j'ai écrit dans ce livre-là, c'était à des moments précis. Soit je partais à la mosquée, je prenais le temps d'écrire ce que je ressentais sur le moment. C'était quand j'attendais l'heure de la prière. C'était vraiment à des moments précis avant de dormir, quand je venais de me réveiller. Mais c'était vraiment comme un journal intime qui reflétait mon ressenti du moment. Avec Me voici, Rabia Diallo propose une œuvre immersive entre témoignages et méditation poétique qui résonne avec ceux en quête de spiritualité et d'inspiration. Ce lancement confirme son engagement à transmettre à travers l'art et la parole une connexion profonde à l'essentiel. Et en sport, les Éléphanteaux entrent en triomphe dans la CAN des U17 lancée le 30 mars au Maroc. Ils remportent leur premier match dans la poule D avec le score de 6-1. L'équipe de Côte d'Ivoire rencontrait la Centrafrique. Le résumé du match avec Jean-Sylvain Esso. Alino Aïdara est le meilleur gamin de la première journée de la phase de groupe de la CAN U17 qui se déroule au Maroc. Intelligent dans le déplacement et efficace devant les buts, il a été sans pitié pour la défense centrafricaine. L'attaquant de Mayen 05 de Jacquesville, âgé de 16 ans, a inscrit un triplé en première période avant de transformer son deuxième pénalty en seconde période. Sa performance XXL a surtout permis aux Éléphanteaux de s'imposer 6-1, soit le plus large score de la première journée. Aïdara Alino, c'était une avancante. Surtout un point de fixation, un numéro 9 à l'ancienne, si je peux me permettre de le dire. Il nous sert de point de fixation et ce qui nous facilite la tâche. Dans le milieu de terrain, nous avons de petits gabarits. Quand on a un point de fixation, c'est un avantage et un atout considérable. C'est surtout cette pointe-là, ce joueur de pivot-là qu'Alino est. Nous avons certes gagné le match, mais il y a encore beaucoup à faire, il y a beaucoup d'axes d'amélioration et nous allons continuer à travailler. Vendredi, les poulains de Bassiriki Diabaté iront chercher la qualification pour les quarts de finale face aux Palancash Negras U17 qui ont été battus par le Mali 2-1. Voilà, tous avec nos Éléphanteaux. L'actualité hors de nos frontières au Sénégal. L'Assemblée nationale examine ce 2 avril une modification de la loi d'amnistie adoptée en mars 2024. Le texte annulait les poursuites pour les crimes et délits commis lors des manifestations de l'opposition entre 2021 et 2024. Avec 65 morts recensés, dont 51 par balle, les familles espèrent que ce texte permette d'ouvrir des enquêtes judiciaires pour identifier et sanctionner les responsables. La révision proposée par le PASTEF, parti au pouvoir, suscite aussi des critiques. 20 organisations de la société civile et plusieurs figures de l'opposition dénoncent une injustice, redoutant que cela ne serve en réalité qu'à protéger les militants du PASTEF.
Et intéressons-nous à présent aux incursions chinoises. Sur ces images qui éprouvent Taïwan, des pilotes de chasse qui sont présents chaque jour. L'armée de l'air de Pékin multiplie les missions à proximité de l'espace aérien taïwanais, obligeant l'armée de l'île, beaucoup moins dotée, à solliciter ses hommes et son matériel. Ce mercredi encore, Taïwan annonce être encerclé par des dizaines d'avions et de navires de guerre chinoises, 27 avions chinois, 21 navires de guerre et 10 bateaux de garde-côte. Pékin dit organiser pour la deuxième journée consécutive des exercices militaires. Et voilà, l'information est terminée pour ce 13h. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur notre canal digital rti.info. À 20h, un nouveau journal avec Marie-Laure Goran. Bon après-midi sur RTI 1 et à demain 13h.